Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Psyturie, la chaîne qui parle mouvements sociaux, idées politiques et justice écosociale. Si je vous dis les mots aliénation, postmoderne, subalterne, hégémonie, déconstruction, queer, postcolonial, performatif, racisé, intersectionnalité, agencivité, superstructure, binarité, impérialisme, marginalité, orientalisme, prolétariat ou violence systémique, j'augmente pas mal les chances d'être identifié à gauche de l'échiquier politique. Et aussi de me faire traiter de SJW sur les réseaux sociaux. Mais ces mots et ces concepts si utilisés dans les milieux militants ne viennent pas de nulle part. Ils ont tous en commun d'être issus des théories critiques. Un ensemble très large et varié de travaux universitaires qui n'ont cessé d'accompagner les mouvements sociaux et de nourrir les débats au sein de la gauche. Et c'est le sujet du passionnant livre écrit par le sociologue suisse Ramzig Kötschöyan, Hémisphère gauche, une cartographie des nouvelles pensées critiques. Si vous souhaitez comprendre l'histoire intellectuelle de la gauche et les débats actuels qui la traversent, franchement, c'est un must. Et en plus, pour un sujet aussi complexe, c'est écrit de manière assez claire et accessible. Le livre a été publié en 2010, mais je pense que ce n'est pas une faiblesse puisqu'il s'intéresse à des événements antérieurs. Cela dit, oui, je vous l'accorde, il serait intéressant de savoir ce que l'auteur aurait rajouté s'il devait le publier aujourd'hui, en 2021. Mais avant de commencer à discuter du livre plus en détail, nous allons d'abord répondre à une question un petit peu importante, à savoir, c'est quoi les théories critiques? Le terme théorie critique a une longue histoire. Traditionnellement, ça fait référence à l'école de Francfort, un institut de recherche allemand fondé en 1923, dont les penseurs vont formuler une critique radicale du capitalisme qui se distingue de l'approche des penseurs révolutionnaires bolcheviques alors en vigueur en URSS. Peu à peu, le terme théorie critique va être appliqué à un ensemble bien plus vaste de travaux. Une théorie critique, ce n'est pas juste une analyse ou une interprétation de la réalité, mais aussi une proposition normative. Autrement dit, une théorie critique essaye à la fois de décrire le monde dans lequel on vit et de réfléchir sur le monde dans lequel il serait souhaitable de vivre. En cela, une théorie critique a nécessairement une dimension politique et rejette l'idée que l'activité scientifique et intellectuelle serait parfaitement neutre au niveau des valeurs. Donc ça sert à rien de dire qu'il y a un agenda politique derrière une théorie critique. Oui, c'est le cas, et personne s'en cache. Enfin, une théorie critique est une théorie qui remet en cause de manière plus ou moins importante l'ordre social établi. Le livre de Ramzig Kötschöyan est divisé de manière assez originale. L'auteur commence par constater la défaite de la pensée critique à la fin des années 70 afin d'élaborer sur les spécificités des nouvelles pensées critiques de gauche. Puis, une fois que ce contexte théorique et historique est posé, l'auteur répertorie plusieurs grands courants théoriques actuels. Afin que cette vidéo ne soit pas trop longue, je ne vais pas vous résumer cette dernière partie. Peut-être une autre fois si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, c'est parti. Pour comprendre les théories critiques, Kötschöyan nous fait revenir aux origines du marxisme au début du XXe siècle. Les théoriciens marxistes de la période classique avaient alors deux caractéristiques principales. Premièrement, ce sont des historiens, des économistes ou des sociologues, dont les travaux s'intéressent particulièrement à l'actualité politique. Et deuxièmement, ce sont aussi des stratèges, confrontés à des problèmes politiques concrets, puisqu'ils sont souvent chefs de partis politiques ou d'organisations ouvrières. Ces deux étiquettes, intellectuels et stratèges politiques, sont étroitement liées et s'influencent mutuellement. Lénine, Rosa Luxembourg, Gramsci ou Trotsky sont autant d'exemples de ces théoriciens stratèges de la période classique. Mais suite à de grandes défaites du mouvement ouvrier dont l'anéantissement de la révolution allemande va être le point culminant, ce lien entre intellectuels et stratèges politiques va beaucoup s'affaiblir. C'est particulièrement le cas au sein du marxisme occidental, c'est-à-dire le marxisme d'Europe de l'Ouest, par opposition au marxisme classique qui a survécu en URSS puisque les communistes ont réussi à se maintenir au pouvoir. L'éloignement entre les intellectuels marxistes et les organisations de la classe ouvrière s'explique en partie par la position du gouvernement soviétique et des partis politiques apparentés. Le marxisme classique étant devenu la doctrine du Parti communiste de l'URSS, il était devenu très difficile de proposer de nouvelles idées et interprétations du marxisme sans se faire taxer de dissident ou de traître par les cadres du parti. Par conséquent, beaucoup d'intellectuels ont tout simplement pris leur distance envers des partis et des organisations
qui leur était désormais assez hostile, ou tout du moins méfiant. La professionnalisation croissante des activités intellectuelles au sein de l'université va renforcer cet éloignement des intellectuels avec les appareils politiques. Coupés des organisations politiques, les marxistes occidentaux vont développer des formes plus abstraites de connaissances, inaccessibles aux travailleurs et travailleuses ordinaires, et détachés de considérations stratégiques. Alors pourquoi est-ce important de comprendre ça? Parce que du marxisme occidental est né ce qu'on appelle communément la Nouvelle Gauche dans les années 60, et du marxisme occidental et de la Nouvelle Gauche sont nées les théories critiques dont on a parlé en introduction. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Toujours est-il que l'autoritarisme soviétique finit de couper les marxistes classiques d'Europe de l'Est avec les marxistes occidentaux d'Europe de l'Ouest qui cherchent à développer une pensée alternative mieux adaptée à leur société, particulièrement concernant les droits humains. Cette rupture est particulièrement visible après 1956, suite à la répression par l'armée rouge de la révolution hongroise et la révélation publique des crimes staliniens par le leader soviétique Nikita Khrouchtchev. Ce qu'on va appeler la Nouvelle Gauche, c'est précisément cette tentative de rejeter l'alternative post-56 entre le camp capitaliste et le camp soviétique, tout en continuant à développer une critique radicale du capitalisme. C'est ainsi que l'Europe occidentale va devenir le centre de gravité des théories critiques. Les intellectuels français vont d'ailleurs avoir un rôle majeur dans l'animation des débats académiques. Mais à partir des années 80, suite à d'importants reculs de la pensée critique en Europe, le centre de gravité des théories critiques se déplace peu à peu en Amérique du Nord. Kötscheyhan démontre de manière très convaincante comment les événements politiques et l'évolution des structures universitaires vont impacter les intellectuels qui produisent les théories critiques, jusqu'à leur position géographique. Une situation qui perdure encore aujourd'hui. Selon Kötscheyhan, plusieurs éléments viennent caractériser les théories critiques inspirées du marxisme occidental. La diversité culturelle des intellectuels qui les produisent, la diversité de leurs références et la diversité des courants qu'elles ont engendrés. Alors concernant la diversité culturelle, le dernier tiers du XXe siècle voit l'émergence et surtout la reconnaissance de penseurs critiques issus de pays non occidentaux, ou peu considérés au sein des pays occidentaux. Edward Said, Slavoj Žižek, Ernesto Laclau, Seyla Benhabib, Bolivar Echeverría, Kojin Karatani, Homi Bhabha, Gayatri Spivak, Achille Mbembe, Huang Hui, et j'en passe. Cela ne veut pas dire pour autant que toutes les régions apportent une contribution égale à la production intellectuelle critique. Les inégalités économiques, le fonctionnement du système universitaire et la vitalité des mouvements sociaux influencent beaucoup ce phénomène. Et en cela, la production et surtout la circulation des théories critiques restent encore dominées par des intellectuels occidentaux. Et de plus, un grand nombre des intellectuels non occidentaux que j'ai cités sont principalement actifs au sein des universités nord-américaines, et non dans leur pays d'origine. Ça peut vous paraître peut-être étrange que l'Amérique du Nord soit devenue le centre de gravité des théories critiques. Après tout, on parle bien du bastion du néolibéralisme et du capitalisme. Mais Kötscheyhan donne plusieurs explications à ça. Contrairement aux universités françaises, les universités nord-américaines ont adopté une politique d'ouverture vers le monde qui est d'autant plus favorisée par l'hégémonie de la langue anglaise. Et comme les intellectuels critiques sont de plus en plus composés d'universitaires, il est logique qu'ils soient attirés par un cadre académique accueillant et qui capte des financements. Enfin, un autre facteur qui explique l'intérêt des universités nord-américaines pour les théories critiques est à chercher dans leur intérêt pour les politiques identitaires, c'est-à-dire des politiques qui visent à promouvoir l'intérêt ou à combattre la stigmatisation d'une catégorie particulière de la population. Et en fait, lorsque le centre de gravité de la pensée critique était plus en Europe, des intellectuels français comme Foucault, Derrida ou Deleuze avaient développé tout un tas de réflexions sur le langage, le pouvoir et le potentiel émancipateur des groupes marginalisés ou des minorités, et qui ont eu une grande résonance aux États-Unis. Une jonction s'est donc faite entre les intellectuels critiques américains et les travaux post-structuralistes français, qui a contribué à développer de nouveaux programmes de recherche autour des études féministes, queer, postcoloniales, subalternes, etc. et qui ont ensuite participé à accroître la vitalité et l'attractivité des milieux universitaires nord-américains.
Concernant la diversité de références, même si le marxisme est encore un paradigme bien vivant aujourd'hui, il n'a plus la même centralité qu'il possédait auparavant, entre la moitié du 19e siècle et les années 70. Il faut vraiment se rendre compte de la position hégémonique qu'occupait le marxisme à l'époque. Un paradigme global touchant tous les aspects de l'existence, à la fois analyse du monde social et projet politique permettant d'imaginer un monde différent. La seule théorie rivale qui a eu une influence comparable était le néolibéralisme de Hayek et de Friedman. Mais cette situation a considérablement évolué depuis les années 70, où les défaites politiques subies par la gauche radicale ont poussé les théoriciens de gauche à chercher des inspirations extérieures au marxisme, afin de se réarmer intellectuellement. L'auteur rappelle d'ailleurs que ce n'est pas nouveau, puisque Marx et les marxistes classiques eux-mêmes ont formé leurs réflexions à partir d'autres penseurs, comme Hegel ou Clausewitz, après avoir été témoins de violentes défaites politiques. Parmi ces nouvelles inspirations, on peut citer Spinoza, Heidegger, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, John Rawls, ou même des théologiens comme Blaise Pascal. À noter qu'être inspiré par ces auteurs, ça ne revient pas forcément à être d'accord avec eux. On peut aussi construire sa pensée en opposition à ces auteurs, importer un bout de leur pensée et le transformer pour servir un autre but, etc. Concernant la diversité des courants, Kötscheyhan divise en deux les courants théoriques, ceux qui étaient liés à des groupes politiques et ceux qui ne l'étaient pas directement. À noter que des ponts existent bien sûr entre ces deux groupes et que de nombreux intellectuels et militants traversent régulièrement ces ponts. Dans le premier groupe, on retrouve le communisme, le trotskisme, le maoïsme, le situationnisme, l'anarchisme, le féminisme, l'écologie politique et bien d'autres courants qui ont en commun d'être rattachés à une théorie critique, mais aussi à des partis, des associations, des syndicats et des organisations qui s'identifient à cette même théorie critique. Au contraire, dans le deuxième groupe, on trouve des courants comme le structuralisme, l'existentialisme ou l'école de Francfort, qui peuvent avoir une base sociale au sens de sympathisants, mais qui n'ont pas vocation à s'incarner dans des organisations. Cela ne veut pas dire que leur influence sur la société est moins importante d'ailleurs, bien au contraire. Une fois que l'on a résumé les différentes caractéristiques des théories critiques, qu'elles soient passées ou présentes, il reste à déterminer les questionnements qui les unissent. Pour Kötscheyhan, les théories critiques sont traversées par deux grands objets de réflexion, le sujet de l'émancipation et le pouvoir. Dit autrement, qui seront les acteurs clés des transformations sociales à venir et comment y parvenir. Alors, concernant le premier objet de réflexion, il faut comprendre que la seconde moitié du XXe siècle est marquée par la multiplication de nouveaux fronts, que ce soit les luttes féministes de seconde vague, les mouvements de décolonisation puis antiracistes, les luttes LGBT ou encore les luttes écologistes. Même si la majorité de ces luttes ont formulé des critiques anticapitalistes radicales, elles ont aussi mis en avant de penser au-delà de la seule oppression économique pour y inclure des considérations d'ordre un peu plus culturel, même si le terme est largement débattu dans la littérature. La perte de centralité de l'oppression économique est aussi liée à la période des Trente Glorieuses, où une certaine redistribution des richesses s'est produite dans les pays occidentaux, contredisant les prédictions d'un effondrement imminent du système capitaliste et contribuant à rendre plus visibles d'autres types d'oppression. Ces mutations sociales et économiques ont aussi eu pour conséquence de diminuer les effectifs de la classe ouvrière dans les pays occidentaux, la classe sociale qui était pourtant censée être le moteur de la révolution. Cet affaiblissement des mouvements de protestation ouvriers, communistes et socialistes continue encore dans les années 70. Là aussi, les raisons sont nombreuses. Le choc pétrolier de 1973, l'offensive néolibérale avec l'élection de Margaret Thatcher au Royaume-Uni et de Ronald Reagan aux États-Unis, le tournant capitaliste de la Chine sous Deng Xiaoping, la perte de radicalité des partis socialistes européens et bien sûr l'effondrement du bloc soviétique en 1989. Et face à tous ces phénomènes, un certain nombre de militants se sont ainsi détournés des organisations traditionnelles et ont commencé à envisager le potentiel émancipateur de nouveaux groupes sociaux, comme les femmes, les peuples colonisés ou encore les étudiants. D'autres sont allés voir du côté des sections non organisées de la classe ouvrière, qui étaient hors de l'emprise des partis communistes et des syndicats, comme les travailleurs semi-qualifiés ou les immigrants. D'autres encore pensent que le peuple reste le principal vecteur de l'émancipation,
mais que la notion même de peuple doit être repensée pour traduire de manière adéquate la société contemporaine. Toutes ces réflexions critiques partent du même questionnement. Qui seront les acteurs à même de mener les transformations sociales à venir? Et quelles en seront les implications stratégiques et politiques? Enfin, la question du pouvoir a aussi beaucoup évolué. Pour replacer un peu les choses, au cours de la première moitié du XXe siècle, la conception prédominante du pouvoir, en particulier dans le marxisme, est inspirée par les révolutions russes de 1905 et 1917. L'État est considéré comme un instrument de domination au profit de la bourgeoisie, dont le prolétariat doit s'emparer par l'insurrection armée. Cette insurrection contre l'État bourgeois doit être menée par le parti du prolétariat au moment opportun, ici compris comme étant une période de crise. Une crise qui sera produite par les contradictions internes du système capitaliste, mais aussi par le pouvoir que la classe ouvrière, aidée du parti, aura accumulé petit à petit. Ça, c'est la conception du pouvoir du marxisme classique. Dans le marxisme occidental, on voit les choses un peu différemment. En effet, les contextes sociaux et politiques des pays d'Europe de l'Ouest étaient très différents de ceux de l'Europe de l'Est, et encore plus de ceux d'autres pays comme la Chine, qui adopteront eux aussi une approche insurrectionnelle. En Europe de l'Ouest, les partis communistes sont intégrés au paysage politique. Donc l'idée de prendre le pouvoir par la voie insurrectionnelle est progressivement abandonnée, au profit de la voie électorale. Et très tôt, cela conduit un certain nombre de théoriciens comme Gramsci, Adorno ou Althusser à développer des théories du pouvoir adaptées aux démocraties occidentales. Et à noter qu'ils ne le font pas parce qu'ils sont moins radicaux. Il s'agit au contraire de réflexions stratégiques élaborées. En parallèle, on trouve d'autres conceptions du pouvoir moins centrées sur le contrôle de l'État. C'est le cas de Foucault et de son concept de micro-pouvoir, qui tente à montrer que les logiques de domination ne sont pas seulement concentrées au sein de l'État, mais dans tout un tas d'institutions intermédiaires, comme l'école, l'armée ou la prison, qui vont contribuer de manière diffuse à discipliner les individus. Par conséquent, les espaces de contestation du pouvoir sont multiples, tout comme les acteurs qui décident de résister à la domination. La théorie du pouvoir de Foucault a contribué à politiser des aspects de la vie de tous les jours qui n'étaient pas considérés comme politiques, comme la famille ou encore la sexualité. La vie quotidienne serait ainsi remplie de rapports de pouvoir et de domination. Enfin, d'autres conceptions du pouvoir privilégient l'exil à la lutte. Ce sont des théories de l'anti-pouvoir, où le but n'est pas d'affronter l'État ou d'essayer d'en prendre le contrôle, mais de prendre ses distances avec celui-ci. On peut classer là-dedans toutes les expériences d'autogestion, comme les ZAD ou les communautés du Chiapas. Bref, cet aperçu de l'histoire de la pensée critique et de ses tendances nous invite à prendre conscience de la diversité des théories critiques, mais aussi de leurs points communs. Car même s'ils ne sont pas toujours d'accord et n'ont pas les mêmes intérêts et priorités, beaucoup de ces intellectuels dialoguent entre eux, car ils reconnaissent en l'un et l'autre une volonté sincère de mener une lutte émancipatrice. Pour conclure, je ne peux que vous recommander la lecture de cet ouvrage, à la fois manuel de théorie et manuel d'histoire. Dans un style assez accessible, Ramzi Kochayan nous offre un survol passionnant du paysage intellectuel de gauche, dont les réflexions traversent les frontières et nous guident pour comprendre le passé, le présent et le futur. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu et appris des choses. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Si vous voulez soutenir le travail de cette chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager et à en parler autour de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles lectures afin de penser et repenser le monde.